Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la saga Star Wars. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, nous avions droit à Star Wars, l'épisode 2, l'attaque des clones. Je profite aussi parce que j'ai oublié de le montrer lors de la vidéo de l'épisode 1, j'ai aussi évidemment le DVD de l'épisode 1 de la guerre des étoiles Star Wars. Tout le monde s'en fout, mais moi ça me fait plaisir de les montrer. Lorsque le nom de cet épisode 2 avait été révélé par tout le monde, quoi, l'attaque des clones, j'avais été tellement, mais tellement déçu. Parce que moi, en fait, j'aurais espéré qu'il s'appelle la guerre noire. Vous vous souvenez ce que disait Luke dans l'épisode 4? Vous avez fait la guerre noire? Quelle ne fut pas ma déception lorsque j'ai appris en réalité, lorsque je vis enfin le film en version originale. You fought in the Clone Wars? Si j'avais su ça, j'aurais été moins déçu et au contraire, j'aurais été enthousiasmé. La guerre des clones, faut dire que c'est un nom qui est pas très courant. Je pense, malgré toutes les critiques que j'ai fait à George Lucas, que George Lucas avait quand même une idée du scénario, parce qu'on ne donne pas le nom d'une guerre comme ça au hasard. La guerre des clones, c'est pas un nom quelconque. Au niveau du casting, nous avons un petit nouveau pour incarner Anakin Skywalker, et c'est Hayden Christensen. Acteur qui sera largement critiqué par son interprétation, disant qu'il est mono-expressif, et je suis assez d'accord avec ça, il suffit de regarder l'image ici pour montrer que c'est vrai que ça manque un petit peu quand même. Dans cet épisode, nous avons enfin, d'une certaine manière, droit à l'éclosion de l'histoire d'amour entre Padmé Amidala et Anakin Skywalker. Ce qui peut être charmant, mais hélas, certaines erreurs pointées du doigt dans l'épisode 1 vont passer facture dans celui-ci. Ainsi, les dialogues sont en effet... Annie? C'est fou ce que tu as grandi. Vous aussi? Je veux dire, vous êtes de plus en plus belle. Enfin, pour un sénateur, hein, oui. Pas terrible, dirons-nous. Alors oui, cela ressemble à une amourette d'adolescent. En effet, je vous rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo de l'épisode 1, l'âge des acteurs n'était pas très bien fait, et dans celui-ci non plus, pour représenter l'âge réel des personnages. Ce sont des adolescents. Et j'irai même plus loin, non seulement ce sont des adolescents, donc premier amour, premier béguin, etc., mais qui plus est, ce sont des adolescents qui n'ont pas le droit à l'amour. En ce qui concerne Anakin Skywalker, il a le béguin pour une fille, et il est dans un monde dans lequel il est privé de femmes. Donc on peut comprendre qu'il reste accroché à l'une d'entre elles. En ce qui concerne Padmé, elle est plus libre. D'ailleurs, dans certaines scènes coupées, on nous montre qu'elle a eu d'autres camarades de jeu, on va dire. Mais elle a quand même un rôle et un poids sur les épaules énorme. Donc oui, cette amourette ressemble à une amourette d'adolescent, parce que c'est une amourette d'adolescent. Alors, ceci n'excuse pas les dialogues pas terribles, etc. Mais ceci explique, ou du moins nous fait comprendre pourquoi cette amourette est faite comme ceci. Le film se sent obligé, un peu comme l'épisode 1, de raconter des origin story. Dans l'épisode 1, on nous racontait l'origine de C-3PO. Ici, on va nous raconter l'origine de Boba Fett. Franchement, comme si on avait besoin. Ce qui faisait le charme de ce personnage, c'est justement qu'on ne savait rien de lui, c'était juste un chasseur de primes impitoyable. Mais non, il faut qu'on nous raconte son origin story. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va nous raconter prochainement? L'origin story de Han Solo par exemple? Ou alors je sais pas moi, comment les rebelles ont piqué les plans de l'étoile noire? Vous vous souvenez que dans la vidéo de l'épisode 1, je disais que George Lucas avait largement dit « il faut vous habituer à Jar Jar Binks parce qu'il sera là tout le temps, il fait partie de l'histoire ». Et ben dans ce film, on voit que Jar Jar Binks est là 5 minutes à tout casser. La première, c'est que George Lucas ne raconte pas du tout l'histoire qu'il avait prévue, il ne raconte pas ce qui lui tient à cœur, il ne fait que de raconter quelque chose pour faire plaisir aux spectateurs, et c'est tout. L'autre vision, qui est en fait la même, c'est que George Lucas a bien entendu les plaintes, et pour éviter de se mettre ses fans à dos pour faire plaisir à ses fans, eh ben il a moins mis Jar Jar Binks et il a remis en avant les 2 droïdes de la trilogie originale. Ce qui est un peu tiré par les cheveux, mais au moins il enlève Jar Jar Binks. Donc là c'est tout simplement le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. À vous de savoir si ça vous énerve ou ça vous fait plaisir. Personnellement je trouve que c'est une bonne chose que George Lucas ait écouté son public et essayé de le faire plaisir vu la dureté qu'ont eu les fans avec le premier film. L'un des problèmes qui fut pointé des doigts par les fans de la saga originale, c'est que dans cette prélogie, l'univers semble beaucoup plus avancé technologiquement que dans l'antérieur qui est censé se passer après. Alors, il y a plusieurs excuses qui peuvent être avancées. Déjà, pour commencer, dans la trilogie originale, nous ne voyons, si je ne dis pas de bêtises, que des vaisseaux de l'Empire, des vaisseaux rebelles, des vaisseaux de la Cité des Nuages de Bespin, et peut-être encore la barge de Jabba the Hutt. Peut-être voyions-nous encore 1 ou 2 autres vaisseaux à Mos Eisley, mais là, comme ça, tout de suite, je pourrais pas dire, entre les différentes versions du film, etc., c'est possible qu'on en entrevoie d'autres. Donc, en partant de ce point-là, on peut déjà comprendre que dans cette prélogie, il y a des vaisseaux différents, des vaisseaux d'un autre type.
De plus, je me permets de rappeler que les rebelles sont une petite armée qui doit se cacher et non pas une vraie belle armée avec des armes dernier cri, c'est plutôt la guérilla. Une des théories avancées est aussi que sous l'Empire, il y a eu une régression technologique, tout simplement, parce que l'Empire c'est méchant, donc du coup, les choses se sont moins développées, plus de pauvreté. Donc là, je parle des vaisseaux, mais dans cette prélogie, on peut aussi parler des droïdes de combat, des robots de combat, qui sont totalement absents de la trilogie originale, et donc je vous ai donné les excuses plus ou moins valables pour justifier ces différentes choses. Pas oublier, comme d'habitude, que nous sommes dans une saga de science fantasy, donc deux sujets sur lesquels on peut broder et trouver toutes les excuses que l'on veut. Au pire des cas, on n'a qu'à dire que c'est la force, non? En réalité, ce que moi je trouve réellement dans cette saga, c'est un peu le problème qu'a connu une saga concurrente, à savoir Star Trek, avec ses séries Enterprise ou maintenant avec la série Discovery, qui se passe avant la série originale, vieille et kitsch. C'est tout simplement que, eh ben, il faut faire un spectacle qui t'embête plein la vue, un spectacle avec de l'action, un spectacle où ça bouge. Et c'est difficile de retranscrire cela tout en ayant un côté plus vieillot. Donc forcément, nous avons des plus beaux effets spéciaux, etc., etc. Et il est difficile, tout simplement, de garder la ligne technologique. Très honnêtement, au vu de ce qu'a fait par exemple Star Trek Discovery dernièrement, je trouve que cette prélogie s'en sort encore pas trop mal sur le sujet. Il y a aussi les combats au sabre, qui sont beaucoup plus impressionnants que ceux que l'on avait dans la trilogie originale. Ici, les Jedi bondissent dans tous les sens, ils ne s'arrêtent jamais, etc., etc. Alors, on a encore une excuse qui est valable, c'est tout simplement celle que, dans la trilogie originale, il y avait moins de Jedi, donc moins de force, donc les Jedi étaient moins puissants. Et je suis d'accord avec vous, c'est une théorie qui pue de la figure, je l'ai inventée il y a 2 minutes juste avant de lancer la vidéo. Elle est totalement débile. Encore une fois, pour moi, c'est simplement le principe de faire un film qui en mette plein la vue. Honnêtement, regardez les combats de la trilogie originale, celui que j'ai critiqué surtout, celui de l'épisode 4, il est pas terrible. On devait forcément faire plus, on est dans un film qui doit être beau, qui doit être prenant. On peut pas tout avoir, hélas, et c'est un peu un des soucis lorsqu'on fait des préquels de ce genre-là. Alors, je tiens à préciser que pour ces 3 soucis que je viens de citer, à savoir les robots, les vaisseaux et les combats au sabre, il est possible que l'univers étendu apporte des réponses beaucoup plus logiques et beaucoup plus intéressantes. Mais soyons honnêtes, l'univers étendu est par définition étendu, et ce genre de choses devrait être expliqué dans les films. Personnellement, je vous avoue que j'ai lu un livre de l'univers étendu, donc je peux pas vous dire grand chose, même si je serais très intéressé de m'y plonger un jour. Encore faut-il avoir le temps. Alors oui, ce film a été filmé sur fond vert, un peu comme moi dans cette vidéo, et il faut reconnaître que c'est un film qui a changé l'industrie du cinéma. Alors je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est en tout cas celui qui l'a rendu courante. Ainsi, ce film est une espèce de précurseur des blockbusters modernes que nous avons actuellement. Et donc, si on peut critiquer la saga Star Wars en disant que celle-ci est moins créative, que c'est tout des effets spéciaux, etc., etc., on ne peut pas nier que là aussi, elle a été un peu révolutionnaire d'une certaine façon. D'ailleurs, entre nous, pour moi, l'un des principaux soucis de cet épisode, c'est que justement tout est fait par ordinateur, et hélas, ça commence déjà maintenant, à l'heure actuelle, à vieillir. Et ça peut faire mal. Alors, je sais pas si George Lucas, après avoir vendu ses droits à Disney, a encore le droit de retoucher ses épisodes. Par contre, celui-ci, ce serait un épisode qu'il faudrait retoucher nouveaux effets spéciaux régulièrement pour qu'il soit à jour. Ça me dérangerait pas. Alors oui, cet épisode 2 a des longueurs, mais je tiens quand même à préciser que tous les épisodes de la saga commencent de manière très lente. L'influence d'un certain Kurosawa dont j'ai déjà parlé. Et une fois que ça pète, par contre ça pète bien, et cet épisode, quand il y va, hein, on ne s'en est pas une seconde à partir du moment où il y a la guerre et tout ça, moi j'aime beaucoup. Au niveau de l'évolution d'Anakin, alors c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, mais on voit déjà que on place les pions, on place tout pour que le grand final arrive dans l'épisode 3. On voit déjà qu'il est intéressé par la dictature plutôt que la démocratie. Bref, je trouve que sans être parfait, il fait plus ou moins bien les choses. Je reviens vite fait sur l'histoire d'amour, parce que oui, cet amour était kitsch. Je suis d'accord avec vous, elle est kitsch, cette histoire d'amour. Elle est kitschounette, on va dire, parce qu'ils sont tout petits, c'est censé être des adolescents, c'est presque mignon. Malgré tout, moi je trouve qu'elle passe pas trop mal, et je trouve que la scène où ils rentrent dans l'arène, entre se faisant ce bisou, certes, d'adolescents, je trouve ça plutôt poétique, et je trouve ça réussi. Dans ce film, il y a Yoda qui se bat à un moment au sabre laser. Alors certes, je me souviens, lorsque j'ai vu ce film au cinéma, des gens dans la salle rigolaient. Moi-même, j'avais trouvé ça super cool, avec le sourire aux lèvres. Mais c'était obligé qu'à un moment donné, Yoda sorte son sabre laser et commence à se battre. Pourquoi? Depuis l'ancienne trilogie, on nous dit que Yoda est un grand maître Jedi. Or, pour le moment, la seule chose qu'il avait montré, c'est peut-être d'être un sage et d'être capable de faire voler un vaisseau dans l'Empire contre-attaque. Il fallait bien qu'à un moment donné, il montre que c'était un guerrier, un vrai guerrier. Je rappelle qu'il fait 1m10, 1m20, je ne sais pas exactement. Ça devait arriver à un moment. Alors, ça peut être kitsch, ou ça peut être cool, mais à un moment, ça devait arriver, et en même temps, on nous dit depuis tellement longtemps que c'est un grand guerrier que c'est plus une blague réussie qu'autre chose.
des choses qui, je pense, a dérangé pas mal de personnes, en plus de l'aspect dramatique peut-être moins bien géré que dans la trilogie originale, c'est l'histoire en elle-même, parce qu'elle est très politique en fait. Cette histoire est plus complexe qu'il n'y paraît, ce n'est plus juste des gentils contre des méchants, enfin c'est bien des gentils contre des méchants, mais il y a des méchants cachés, il y a des complots politiques, il y a du Sénat, il y a des discussions, et cela a peut-être alourdi l'histoire aux yeux de certains fans. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme on est dans un truc de science-fiction et de fantasy, eh ben on peut trouver toutes les excuses du monde, tous les fans pourront vous trouver des excuses et tous ceux qui détestent pourront critiquer. C'est pas vraiment le but, moi je pense qu'il faut prendre le film et en profiter. Personnellement, c'est un film que j'aime bien cette prélogie, je l'ai déjà dit. Celui-ci je l'aime bien, je l'avais même adoré quand il était au cinéma, alors certes j'étais beaucoup plus jeune, mais j'avais beaucoup aimé, il y avait beaucoup de rythme, il y avait des combats, des effets spéciaux, moi j'avais pris beaucoup de plaisir à l'époque. Elle est imparfaite, elle est regardable, et on peut y prendre du plaisir, et moi je prends du plaisir, en tout cas, encore dans cet épisode 2. Bon bah je vais m'arrêter là, j'ai déjà dit pas mal de petites choses, on se voit prochainement pour la dernière vidéo consacrée à la prélogie, à savoir l'épisode 3, la revanche des Sith. En attendant, portez-vous bien, et que la force soit avec vous.